Salutations mes chers élèves. Donc, comme vous le voyez, là je vous fais une vidéo YouTube par rapport au confinement. Alors j'espère que tout va bien chez vous, et que tout va bien aller, que voilà, ce confinement se passe bien, si tant est que voilà, ça puisse bien se passer. Et comme vous l'aurez constaté, donc voilà, on a pris des mesures justement les professeurs pour vous faire des cours à distance. Et pour ma part, j'ai décidé de faire des vidéos YouTube. Alors, parce que c'est beaucoup plus simple, parce qu'au moins ça permet, je peux m'exprimer tranquillement. Et surtout en plus, je ne ferai pas par contre de direct, de Facecam, de Skype, ou tous ces trucs en anglais, parce que j'habite à Montbrison. Et que Montbrison, niveau connexion, voilà, c'est pas encore trop ça. Hein. Surtout qu'en plus tous mes voisins sont en train de se connecter à Internet. Du coup, la connexion est pourrie. Voilà. Donc, je vous ferai des vidéos YouTube, voilà, au moins sur, vous pourrez les revoir, etc. Vous les aurez jusqu'à la fin de l'année et même plus encore. Alors, comment va se passer ces cours YouTube? Alors, c'est très simple, en fait, je vais vous envoyer les cours et je vous ferai une leçon classique. En fait, voilà, je vais m'exprimer classique. Bon, aujourd'hui, en plus c'est du français, voilà, j'ai pas besoin de vidéoprojecteur. On va bientôt finir le cours là, justement par rapport au français. Ensuite, je vais enlever les posters qui sont derrière moi et j'utiliserai mon vidéoprojecteur pour faire un cours d'histoire. Voilà. Mais sinon, ça sera un cours classique. C'est-à-dire, je vais vous parler, vous aurez votre cours. Voilà, donc il faudra écrire les réponses, etc. Alors justement, vous aurez des questions, voilà, dans le cours, qu'il faudra écrire. Je vais vous les dicter, vous les écrirez, tout simplement. Alors, après, là, je vous fais confiance, jouez le jeu. C'est-à-dire que le principe, c'est que quand j'annonce la question, vous mettez sur pause, vous réfléchissez à la question, voilà, vous essayez d'y répondre en grand papier ou même juste en train de penser comme ça, enfin voilà, histoire que vous travaillez quand même sur la question. Et une fois que voilà, vous avez la réponse, enfin vous pensez avoir la réponse, tout ça, écrivez. Même écrivez la réponse, ce sera beaucoup plus simple et au moins ça vous fera écrire. Même si je pense que vous écrivez déjà pas mal. Et voilà, et ensuite, quand vous aurez fini votre question, voilà, vous mettez lecture, je vous balance la correction, et voilà, et on continue comme ça. Donc on va faire comme on fait d'habitude, je vous lis le texte, on fait les questions, etc. Sauf que là, bah, bien sûr, comme vous n'êtes pas en face de moi, enfin, du moins directement, vous ne pourrez pas participer. Sauf vous pourrez poser des questions si jamais il y a des points que vous n'avez pas compris, ou alors vous avez des questions sur le cours, tout simplement. Là, pour le coup, toutes les questions en rapport avec la vidéo ou le cours, je vous laisse les mettre sous la vidéo YouTube. Évitez de me poser vos questions sur Instagram. Parce que le problème, c'est que ça va engorger Insta, on aura plein de questions, ça va être pénible. Et surtout que, mettons, vous avez une question sur, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, Homer, là qu'on va voir. Vous avez une question sur Homer, posez-la en dessous de la vidéo, j'y répondrai bien sûr. Et au moins, ça permettra aux autres de voir la question et de voir la réponse. Alors que sur Insta, les questions vont s'enchaîner et la discussion va disparaître et pouf, voilà. Alors, si vous avez des questions sur la vidéo, c'est en dessous sur la vidéo, enfin dans les commentaires de la vidéo. Et abonnez-vous à ma chaîne aussi, comme ça au moins vous aurez toutes les dernières infos. Je fais pas ça pour la YouTube Money, hein. Voilà, enfin, je crois que c'est 1000 vues pour un centime tous les 1000 vues. Donc je vais pas gagner grand chose, hein, je vous rassure. Donc bon, je fais pas ça pour l'argent. Et donc voilà. Questions sur la vidéo sur YouTube. Ensuite, sur Insta, là, ça sera plus réservé à la communication et aux questions hors cours.
C'est-à-dire, voilà, des petites questions annexes à droite, à gauche, comment ça se passe, qu'est-ce que vous avez, etc. Donc là, voilà, ce sera essentiellement du cours. Alors, donc voilà, YouTube, commentaires sur les vidéos, Insta, tout ce qui est communication hors cours. Alors, là, dans un premier temps, donc, nous allons voir la vulgarisation d'une œuvre historique. Ensuite, on passera au procédé de reformulation. Et enfin, je vous mettrai un petit exercice. Bon, rien de bien méchant, on ne s'inquiète pas, on ne panique pas, on ne jette pas des cailloux. Voilà, ce sera un petit exercice sympathique, tranquille. Voilà, reformuler un texte, vous verrez. Pas d'inquiétude, vous aurez le cours, on ne s'inquiète pas. Alors, dans un premier temps, donc, nous allons attaquer la vulgarisation d'une œuvre historique. Pour les deux autres, je ferai une autre vidéo, justement, indépendante. Vous évitez d'avoir des grosses vidéos. Alors, donc là, vous pouvez ressortir votre cours, justement, l'étape 3, vulgariser un passage d'une œuvre. Alors, je me rappelle plus quelle question je vous ai faite, et pas, donc je vais toutes les faire. Donc, vulgariser un passage d'une œuvre. Alors, cette fois, on va travailler. La dernière fois, on avait parlé, rappelez-vous justement, de l'opération du visage, de la greffe du visage. Donc là, c'était beaucoup plus scientifique, tourné vers le médical. Alors que là, justement, on a une science tournée vers l'histoire. Et on va voir notamment Homère. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez. J'espère que vous le connaissez. Et à l'avenir, vous allez le connaître. Enfin, oui, voilà. C'est mieux. Alors, qui est Homère? Donc, Homère est un poète grec donc dont l'existence est assez floue. C'est-à-dire, on ne sait pas vraiment quand il est né, on ne sait pas vraiment où. Voilà, après, on a des choses assez vagues. Apparemment, il serait né au 9e siècle, selon un historien de l'époque, Hérodote. Mais oui, 9e siècle, hein, ça vous fait tout un siècle. Donc bon, voilà, c'est assez vague quand même. Et apparemment, il serait né sur les côtes turques, près d'Izmir. Alors là, je vois déjà Atis et Ilayda sauter de joie, mais non. Parce qu'en fait, Izmir, et notamment cette bonne partie de la Turquie à l'époque, était grecque. Donc, 9e siècle avant Jésus-Christ, une partie de la Turquie était grecque. Oui, ça va en choquer plus d'une. Et Homère, donc, c'est un poète grec qui a été le créateur de l'Iliade et l'Odyssée. Attention, ce n'est pas l'écrivain. Il n'a pas écrit techniquement. Il l'a raconté. Parce qu'à l'époque, justement, on n'écrivait pas. Ou du moins, c'était pas celui qui avait pensé ou réfléchi à cette histoire qui écrivait. C'est-à-dire que Homère, voilà, racontait son histoire et vous aviez un script derrière qui écrivait. Et après, par contre, bon, voilà, on en a retrouvé un petit peu à droite, à gauche, etc. Et après, ça a été longtemps retraduit. Donc voilà, il y a des choses qui ont changé. Et il est le créateur donc de l'Iliade et l'Odyssée. C'est des poèmes divisés en 24 rhapsodies. Qu'est-ce qu'une rhapsodie? En fait, une rhapsodie, c'est les chants qui étaient faits par les rhapsodes. Les rhapsodes, c'est un barde itinérant, c'est-à-dire c'est des chanteurs, voilà, qui voyageaient un petit peu à travers toute la Grèce, chanter leurs chansons. D'ailleurs, petit point culture, pour le Queen, le chanteur, aujourd'hui, on l'appelle Bohemian Rhapsody, justement. Le barde bohémien, ce n'est pas pour rien, justement. Voilà, c'était la petite parenthèse culture. Alors, voilà donc pour ces deux œuvres. Donc, l'Iliade raconte en fait la guerre de Troie, tout simplement. Donc, guerre de Troie, je vous conseille d'aller voir le film Troie avec Brad Pitt et Orlando Bloom. Et après, je me rappelle plus le nom des autres acteurs. Bref, bon, il est pas mal. Donc, bon, voilà, c'est un film américain. Il y a Brad Pitt, mais il est pas mal. Donc voilà, si vous avez du temps, regardez-le. 3, le film 3, T-R-O-I-E.
Et voilà. Donc voilà, comme ça au moins vous connaîtrez un petit peu l'histoire de la guerre de Troie, pourquoi, du comment. Et il a écrit après l'Odyssée. Alors, l'Odyssée, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un spin-off. Un spin-off, c'est-à-dire que vous avez une grande histoire de base, et le spin-off, en fait, va prendre un personnage de cette histoire et le développer, tout bêtement. On fait ça beaucoup avec les comics, par exemple, justement, où vous avez l'histoire de Batman, et on va s'intéresser à un personnage autre que Batman. Voilà, par exemple, son serviteur, ou Robin, etc., etc. Donc ça, c'est des spin-offs. Et l'Odyssée, en fait, c'est un spin-off un petit peu de l'Iliade. Bon, spin-off est un mot un petit peu qui ne va pas vraiment, mais voilà, c'est pour vous faire comprendre. Et ce spin-off, il s'intéresse notamment à Ulysse. Oui, Ulysse, avant de faire son Odyssée, il était dans l'Iliade. Il a fait la guerre de Troie. D'ailleurs, lui qui a créé le cheval de Troie. Bon, vous savez le truc, cadeau, il y a des soldats à l'intérieur, paf, ils tuent tout le monde. Ouais, vous verrez ça dans le film. Mais voilà. Et dans l'Odyssée, justement, on va s'intéresser à Ulysse qui va partir. Il doit quitter justement Ithaque pour vivre une aventure. Le problème, c'est qu'il va contrarier Poséidon et paf, le pauvre va se retrouver pendant 10 ans en mer, voilà, à faire le tour du monde pour retrouver son île. Bon, parce qu'à l'époque, Poséidon, voilà, il lui avait jeté un sort, un truc comme ça. Bref. Après, c'est dans la mythologie, c'est dans l'esprit des gens, enfin voilà. Après, il s'est peut-être perdu, tout simplement, enfin voilà. Et donc, Ulysse part en mer, il va lui arriver plein d'aventures. Il va notamment rencontrer un cyclope à qui il va crever un œil. Il va rencontrer voilà, plein de gens, plein de créatures, etc. Bon, après, il faut savoir que Ulysse, c'était un lâche. Voilà, il était très rusé, très fourbe, voilà, mais c'était un lâche. Donc bon, dans les dessins animés, vous en avez plutôt l'image du grand guerrier, super balèze, brave. Alors que pas du tout, hein. Le gars, il pouvait se tailler, il se taillait. D'ailleurs, au passage, quand il part, sa femme Pénélope l'attend. Finalement, alors que lui va à peu près coucher avec tout ce qui bouge. Donc voilà, niveau fidélité, c'est pas non plus ça. Hein. Alors que quand même, il a une femme et un fils, Télémaque. Voilà. Mais bon, c'est Ulysse. Bref. Donc Ulysse justement s'en va en mer, il lui arrive des aventures, et il va notamment tomber sur une sorcière appelée Circé. Bon, il va lui arriver un couac, c'est-à-dire que son équipage va être transformé en cochon par Circé à l'heure d'un sort. Et Circé lui demande tout bêtement, soit tu pars mais ton équipage reste comme ça, soit tu restes avec moi et tu couches avec moi pendant X mois et je m'occupe de tes gars. Voilà, voilà. Autant vous dire que Ulysse, voilà, il va pas rechigner et d'un courageux, voilà, de son courage, il va rester avec Circé. Quelque temps, justement, bon, au bout d'un moment, voilà, nostalgie du pays, tout ça, il va devoir partir. Du coup, Circé, bah, voilà, retransforme son équipage, blablabla, et ils repartent en mer. Et c'est là que justement commence notre histoire. Puisque arrivé sur le bateau, justement, enfin Ulysse sur son bateau avec son équipage, il va faire la rencontre des sirènes. Et là, je vais vous lire le texte. Je préfère vous lire le texte parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent mieux comprendre le texte en l'entendant justement. Alors, donc, le texte, vous l'avez normalement sous les yeux, hein, je vous ai donné tout le cours, voilà, il n'y a pas de souci. Ulysse, attaché au mât, écoute le chant des sirènes. Quand on eut déposé tous les agrès dans le navire, on se laissa conduire par le vent et le pilote. Je m'adressai alors à tous mes gens avec tristesse. Amis, je ne veux qu'un ou deux de nous seulement connaissent les oracles de Circé la merveilleuse. Donc Circé la sorcière. Je vous parlerai donc que nous sachions tout ce qui peut nous perdre et ce qui peut nous éviter la mort fatale.
Circé nous donne pour premier conseil de fuir des sirènes étranges. L'herbe en fleurs et les chansons. Donc les chansons des sirènes. Je vous explique après. Moi seul puis écouter leur voix, mais liez-moi par des liens douloureux, que je ne puisse pas bouger, debout sur l'emplanture. Attachez-moi avec des cordes. Alors oui, l'emplanture, donc comme je vous ai mis la définition, cette pièce accueille le pied d'un mât avant de le soutenir. Donc, vous avez le bateau, vous avez le mât au milieu, et l'emplanture, en fait, c'est ce qui est à la base. Donc en fait, l'Ulysse, il est vraiment à la base du mât, attaché avec des cordes, par son équipage. J'arrêtais où, moi Attachez-moi par des cordes, et si je vous enjoins, vous presse de me détacher, il faudra redoubler l'emprise de mes liens. C'est ainsi longuement que j'enseignai mes compagnons. Cependant, s'entraîner, la barque robuste arrivait à l'île des Sirènes. Un vent sans danger la poussait. Bientôt, après ce vent tomba, le calme plat se fit souffle. Un dieu devait coucher les flots. Oui, parce qu'à l'époque, les Grecs, tout ce qui se passe, le temps, tout ça, ils pensent que c'est les dieux. Voilà. Vous avez mauvais temps, c'est Poséidon qui pète un câble. Vous avez de l'orage, c'est Zeus. Vous n'avez pas de culture, pas d'agriculture, c'est le dieu de l'agriculture. Voilà. Tous les dieux. Cependant, s'entraîner, la barque robuste arrivait à l'île des Sirènes, avançant en danger, bateau les déposa dans le prochain navire. Les déposa dans le profond navire et, s'asseyant aux rames, blanchit l'eau sous le bois de sapin. Moi, coupant en morceaux un grand cercle de cire avec le glaive aigu, je le pétris de mes mains fortes. Pétri, donc vous savez, comme quand on fait une pizza, on pétrit la pâte justement. Je le pétris de mes mains fortes. Il s'amollit bientôt, comme le voulait la puissance du soleil et les feux du roi fils d'Hyperion. Alors je vous ai mis aussi la définition d'Hyperion, un des titans apparenté au soleil, fils de Gaïa et Ouranos, et aussi un des oncles de Zeus, que Zeus va tuer. Oui, parce que la mythologie grecque, c'est... Tout le monde se tue, tout le monde couche avec tout le monde. Bref, c'est un gros capharnaüm. Bref. J'en bouchai les oreilles à l'un de mes gens après l'autre. Ils me lièrent pieds et mains dans le bateau, debout sur l'emplanture, en m'y attachant avec des cordes. Puis, au banc, on bâtit des rames, les eaux grises. Mais, quand on s'en trouva à la portée du cri, passant en toute hâte, ce navire bondissant ne leur échappa point, qui entonnait un chant clair. « Viens, Ulysse, fameux, gloire éternelle de la Grèce, arrête ton navire, afin d'écouter notre voix. Jamais aucun navire noir n'est passé là sans écouter de notre bouche de doux chants. » Puis on repart, charmé, lourd d'un plus lourd trésor de science. Nous savons en effet tout ce qu'en la plaine de Troie les Grecs et les Troyens ont souffert par ordre des dieux. Nous savons tout ce qui advient sur la terre féconde. Elles disaient, lançant leur belle voix, et dans mon cœur, je brûlais d'écouter. Priez mes gens d'ôter mes liens d'un signe des sourcils. Ils se courbèrent sur leurs rames. Aussitôt, Euryloque et Périmède se levèrent, donc des membres de l'équipage d'Ulysse, multipliant mes liens et leur donnant un nouveau tour. Quand nous les eûmes dépassés, et quand enfin nous n'entendîmes plus ni leur voix ni leur chant, mes braves compagnons enlevèrent la cire dont j'avais bouché leurs oreilles et défirent mes liens. Homère, Odyssée, chant 12, traduction par Philippe Jacotet en 1982. Alors, oui, chant 12, parce que comme je vous l'ai dit, l'histoire était chantée, elle était racontée. C'est pour ça qu'on parle de chant. Bref, donc voilà pour cette histoire. Alors, décrire en quelques mots le passage. Alors oui, pour ça justement, on va peut-être lire avant la BD, justement, qui est la bande dessinée qui est derrière, normalement que vous avez au dos de votre feuille, justement.
Alors, cette BD, justement, c'est un extrait de la BD L'Odyssée, donc 2 sur 4, Circé, la magicienne, de la collection La sagesse des mythes de Luc Ferry, en 2016. Donc c'est une bande dessinée assez récente et bien. C'est-à-dire qu'elle raconte vraiment bien, je vous conseille de la lire, de l'acheter, tout ça, parce qu'elle raconte par exemple l'histoire de l'Iliade, elle raconte aussi l'histoire de l'Odyssée, et de manière assez vivante. En même temps, justement, c'est Luc Ferry qui l'a écrite. Et Luc Ferry, bah, ce n'est pas n'importe qui, puisque c'était l'ancien ministre de l'Éducation. On en parlera plus tard. Alors, la BD. Donc, je vais juste remonter. Voilà. Donc, la case première, c'est le bateau, et on descend, et ensuite, voilà, on fait ce mouvement, et ensuite ce mouvement. Donc, bateau. Euryloque, crie Ulysse. Rassemble les hommes, nous approchons. Mes amis, après avoir affronté de nouveaux dangers, nous voilà enfin de nouveau sur notre trière. Trière, c'est le bateau. De nouveau sur notre trière. Le séjour que nous avons passé chez Circé a été long, je le sais. Mais il m'a tout de même permis d'en apprendre plus sur la route qui nous attend. Oui, il n'y a pas que ça. Circé m'a parlé de ce que nous trouverons sur notre chemin, et il ne sera pas de tout repos. Nous approchons des récifs où vivent les sirènes. Leur chant attire les marins vers les rochers. Si vous l'écoutez, notre bateau ira s'éventrer dessus. Alors là ensuite, donc c'est à droite. Que chacun se bouche les oreilles avec de la cire. Et soyez prudents, ou nous pourrons tous périr. Et toi, mon roi, je me passerai de cire. Que tu vas m'attacher au mât du bateau, que mes cordes soient le plus serrées possible. Mais tu vas subir le chant de ces monstres. C'est le but. Si elles rendent les hommes fous, c'est que cette musique est d'une beauté enchanteresse. Je ne veux pas rater l'occasion de l'entendre. Ulysse. Quoi qu'il arrive, quoi que je vous ordonne, ne me détachez pas. Tout ira bien, Euryloque. Je veux tout savoir. Bon, après là, il y a les harpies, ça crie de partout, ça chante partout. Détachez-moi, crie Ulysse. Laissez-moi les rejoindre, c'est un ordre. Détachez-moi. Non. Nous sommes bientôt hors de portée. Mais enfin, tu vas m'obéir. Laisse, je... Et là, les harpies partent. C'était incroyable, c'était si beau. Je regretterais presque qu'elles doivent désormais mettre fin à leur jour. Donc voilà pour ce qui est de la BD. Alors, juste un petit point sur les sirènes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, effectivement, vous avez des piafs. Parce que le mot sirène diffère. C'est-à-dire que vous, en voyant ça, par exemple, en voyant ces gros oiseaux, il peut vous venir le nom de harpie. Et vous n'auriez pas tellement tort. Sauf que les harpies, c'est pour le monde des Scandinaves, des Vikings. C'est-à-dire les Vikings, eux, parlaient de ces oiseaux-là, mi-oiseau, mi-femme, ils les désignaient sous le nom de harpies. Mais les Grecs, eux, les désignaient sous le nom de sirènes. Attention. Et en fait, ce qui nous porte, nous, à confusion, c'est que justement, eux, les Vikings, appelaient les sirènes les femmes poissons. Petite sirène, Ariel, tout ça. Voilà, c'est pour ça, justement, il faut bien différencier. Les sirènes, chez les Grecs, c'est les femmes, tête de femme et corps d'oiseau. Et chez les Vikings, la sirène désigne la femme mi-femme, mi-poisson. Et les oiseaux, c'est les harpies, pardon. Donc voilà, bien différencié justement. Donc là, quand on parle de sirène, c'est ces femmes à tête de femme et de corps d'oiseau. Voilà, c'était le petit point culture mythologique. Bon. Voilà. D'ailleurs, bon là c'est peut-être une idée qui me vient, mais la petite sirène, Ariel, techniquement c'est un conte danois, donc qui vient du Danemark, donc dans le nord.
Et qui est-ce qu'il y avait au Danemark? Les Vikings. Et voilà, donc bon, c'est peut-être pour ça aussi que, voilà, sirène, bref, voilà, petit aparté. Bref, décrire en quelques mots le passage. Alors là, voilà ce que je vous disais, je vous laisse réfléchir, vous mettez pause, parce que je ne veux pas faire mon speech à chaque fois, vous mettez pause, vous réfléchissez, et ensuite vous mettez lecture, et là je vais vous dicter la réponse, comme en cours, voilà, pour vous habituer à écrire, voilà, toujours. Donc bon. Il s'agit d'un épisode de l'Odyssée. Alors oui, autre chose pour l'addiction, je vais lire d'une traite. Parce que bon, voilà, si je vais lire d'une traite, comme ça vous mettez pause, quand vous écrivez, vous mettez pause, vous écrivez, vous mettez pause, enfin bref, voilà, selon votre rythme. Donc bon, faut que j'arrête de dire donc bon, self-control. Il s'agit d'un épisode de l'Odyssée où, avec un accent, Ulysse, avec une majuscule, vient de quitter Circé, quitter ER. Circé, C-I-R-C-E accent aigu. Après, pour les mots compliqués, vous avez un dictionnaire. Hein. Voilà. Vient de quitter Circé, virgule. Il doit cependant affronter, avec 2 F, les sirènes avec l'aide de son équipage. Point. Final. Comment les sirènes essayent de convaincre Ulysse? Alors là, je vous laisse réfléchir. Voilà. Oui, c'est vrai que j'ai pas besoin d'attendre. Alors, là, en fait, ce que je vais faire la plupart du temps, c'est que je vais d'abord vous dicter et après vous expliquer. Comme ça, au moins, moi, ça me permet de relire ce que j'écris. Elles utilisent une périphrase, virgule, entre guillemets, gloire éternelle de la Grèce, fermez les guillemets, c'est une citation, gloire éternelle de la Grèce, de façon à flatter l'ego, à flatter F-L-A-T-E-R, l'ego L apostrophe accent aigu G-O. M'écrivez pas ça comme un Lego le jouet, hein, s'il vous plaît. À flatter l'ego d'Ulysse. Point. Mais elles veulent surtout l'envoûter en lui rappelant, 2P, 1L, en lui rappelant les événements de la guerre de Troie. Troie avec une majuscule, T-R-O-I-E. Virgule. Elle souhaite attiser, avec 2T, elle souhaite attiser sa curiosité pour qu'il les rejoigne. Point. Final. Donc, comment est-ce que les sirènes, du coup, veulent convaincre Ulysse? Comme je vous l'ai dit, elles utilisent une périphrase. Une périphrase, en fait, c'est quand vous appelez quelqu'un par un surnom, en quelque sorte. Par un surnom, voilà, périphrase. C'est-à-dire que là, elles vont dire, bon, Ulysse, mais elles vont rajouter gloire éternelle de la Grèce. Donc, Ulysse correspond à gloire éternelle de la Grèce. Périphrase, séparez le mot. Périmètre, autour, phrase, la phrase. Donc, autour de la phrase. Donc, en fait, c'est ce qui va venir un petit peu décorer le nom ou la phrase, justement. Ça va venir l'étoffer. Voilà, je cherchais le mot. L'étoffer. Donc, Ulysse, qu'est-ce que c'est? C'est la gloire éternelle de la Grèce. Bon, vous voyez, elles y vont pas par quatre chemins. Hein. Gloire éternelle. Enfin, c'est vraiment la surenchère. C'est la gloire éternelle. Donc, voilà, pour la nuit des temps. De la Grèce. Donc, c'est vraiment, voilà, de toute la Grèce. Et par Grèce, voilà, ça sous-entend un petit peu le monde. Hein. Enfin, c'est vraiment, voilà, elle disait à Ulysse, t'es le meilleur. Et forcément, Ulysse, lui, était là, oui, je suis le meilleur, moi. Bon, c'était, voilà, une façon à elle de le faire venir. Parce que par contre, ce qui ne diffère pas des Grecs ou des Vikings, c'est que dans les deux cas, les sirènes, elles emmenaient le mec à l'eau pour le noyer. Voilà. Autant les distinctions physiques ça change,
Autant la fin du mec, c'est la même chose. Il meurt noyé dans l'eau. Voilà. Donc, voilà, elles veulent surtout l'envoûter, en plus, en lui rappelant les événements de la guerre de Troie. En lui rappelant que, justement, voilà, c'était déjà un grand guerrier, qu'il a participé, waouh, pour son ego. Et surtout, elles veulent attiser sa curiosité. Parce que lui, il n'est pas non plus resté de A à Z dans la guerre de Troie. À un moment, il est parti. Et mais après, il s'est demandé, bon, qu'est-ce que sont devenus les autres, Achille, etc., etc. Bah non, Achille il est mort. Que sont devenus les autres, justement, comment est devenue la ville de Troie, qu'est-ce qu'elle est devenue, que sont devenus les personnages, etc. Et ça, il ne le sait pas. Et les sirènes lui disent, ouais, on va te le dire, tout ça, viens, 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 on va te dire tout ça. Et bah, justement, Ulysse, c'est pour ça qu'il veut se détacher, il veut aller savoir. Mais bref. Quelle différence peut-on remarquer de prime abord? Donc, différence entre les deux documents, entre le texte et la BD. Qu'est-ce que cela suggère vis-à-vis du public choisi? Donc là, je vous laisse réfléchir. Donc là, ce que je vous demande, c'est vraiment quelle est la différence entre les deux textes? Entre le texte de Homère et le texte de Luc Ferry, sous forme d'une BD. Et du coup, qu'est-ce que ça apporte au public? Qu'est-ce que cela nous fait penser du public? Alors, vous pouvez écrire. Avant même d'entrer dans le texte, on remarque que le premier document est une traduction du texte fidèle d'Homère, reprenant le chant 12, virgule. On peut supposer que ce texte vise un public plutôt adulte. Point. Quant à la bande dessinée, attention, quand, Q-A-N-T, quand il y a un A avec un accent ou O, quand s'écrit toujours avec un T à la fin. Voilà, c'est deux exceptions. Il y a un A devant quand ou un O, enfin, O, A-U, hein, vous écrivez avec un T. Sinon, tout le reste, vous écrivez avec un D. Quant à la bande dessinée de Luc Ferry, elle vise à instruire un public assez large que le texte précédent. Que la traduction. Point. Final. Alors, voilà, tout simplement, justement, la différence de prime abord, c'est-à-dire la différence globale, la plus simple, c'est que l'un est une traduction d'un texte d'Homère, donc quelque chose d'assez étudié et réfléchi. Et donc, on se doute que cela s'adresse à un public plutôt adulte, qui connaît un petit peu, qui a de l'instruction, qui sait. Vous voyez par rapport aux termes, vous voyez par rapport justement à la localisation, l'histoire, etc. Il faut connaître un petit peu, justement, il faut être instruit. Alors que justement la bande dessinée de Luc Ferry est une bande dessinée. Donc déjà, tout ce qui est description de lieu, voilà, c'est squeezé. Parce que, voilà, on a les images. Donc c'est beaucoup plus simple de comprendre des images que un texte, forcément. Et après, attention, je suis pas en train de dire que la BD de Luc Ferry s'adresse à des abrutis. Non, c'est simplement qu'elle s'adresse à un public plus large. C'est-à-dire que des enfants pourraient le lire. Voilà. Des enfants pourraient le lire, ou des gens qui ne sont pas forcément instruits en histoire. Ça arrive, hein, bon. Voilà, vous verrez justement dans l'exercice que, oui, vous pouvez comprendre des textes que les autres ne vont pas comprendre. Voilà, c'est pas pour autant que les autres sont idiots. Hein. Non, voilà. Bref. Alors, question suivante. En quoi la BD de Luc Ferry est-elle une vulgarisation de la traduction de Philippe Jacotet? Alors, je vous laisse réfléchir, justement. Donc là, il s'agit vraiment de savoir en quoi c'est une vulgarisation. C'est-à-dire la BD de Luc Ferry, qu'est-ce qu'elle va simplifier dans le texte, justement. Voilà, donc là, je vous laisse réfléchir.
Et maintenant, je vais vous dicter. Écrivez petit. Hein. Voilà. Enfin, vous me connaissez, hein, le classico. Voilà. Bref. On remarque tout d'abord que la description est simplifiée c'est la description, en dessin, virgule, de façon à mieux faire comprendre la situation au public. Point. Ensuite, le passage est résumé à ce qu'il y a de plus important. Point. L'auteur de la BD nous fait part des raisons pour lesquelles Ulysse veut se faire attacher, de T, mais le discours des sirènes, alors attendez, l'auteur de la BD nous fait part des raisons pour lesquelles Ulysse veut se faire attacher, mais le discours des sirènes est retiré. Point. On nous fait comprendre qu'elle chante et que ceci est envoûtant grâce à la case. Donc la case, hein, dans une BD, c'est toutes les cases, tout bêtement, les rectangles où se passe l'action. Voilà. Et les bulles, c'est là quand les gens parlent. Donc case, et à l'intérieur des personnages qui parlent avec des bulles. Voilà. Bref. Grâce à la case où, avec un accent, on observe Ulysse hurler donc ER, mordre. On observe Ulysse hurler, entre guillemets, détachez-moi, fermez guillemets, point. Allez, dernière phrase. De plus, le vocabulaire est simplifié, puisque Ulysse n'est plus accroché, avec 2 C, n'est plus accroché à l'emplanture. Donc vous avez la définition, enfin le mot au-dessus dans le texte, l'emplanture, mais au mât. M-A avec un accent circonflexe, T. Point final. Alors, maintenant, c'est le moment où je vous explique. Alors, l'auteur de la BD nous fait part des raisons. Oui, c'est-à-dire que justement, là, on a vu dans le texte que, on a toute une explication sur Ulysse, justement. Pourquoi est-ce que, déjà, d'où lui vient cette lubie de se protéger contre les sirènes, et qu'est-ce qu'il va faire, justement, pour lutter. Donc ça, on retrouve ça dans le texte, mais aussi dans la BD. Cependant, là où ça change, c'est que dans le texte, justement, on a un discours des sirènes. C'est-à-dire, elles vont lui parler, rappelez-vous justement, la gloire éternelle de la Grèce. Et là, on a tout un speech des sirènes qui essaient de faire venir Ulysse. Et Ulysse qui est là, non, mais je suis attaché, hein, donc je veux bien venir, mais non. Et on a tout ce discours des sirènes. Donc un gros pavé quand même, comme vous pouvez le voir dans le texte. Et dans la BD, c'est tout squeezé. C'est-à-dire, à la place, on met justement, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais on voit des sortes de bandes, j'ai perdu le mot, en musique. Pas des strophes, j'ai perdu le mot, mince. Le mot s'échappe avec là où il y a la clé de sol, avec la partition, voilà. La partition, justement, donc on a une sorte de partition, comme un chant, justement, pour mimer la musique. Et ce chant, donc, remplace en fait le discours. Voilà. On fait comprendre au lecteur que le chant, il fait... il attise la curiosité d'Ulysse, et surtout qu'en plus c'est renforcé par le fait qu'Ulysse crie « Détachez-moi !» Enfin, c'est vraiment, le cri du cœur. Et oui, aussi, chose importante, quand vous vulgarisez quelque chose, et ça on l'a vu justement avec la médecine, le vocabulaire est simplifié. Vous pouvez le constater que vous arrivez mieux à comprendre la BD que le texte. Je vous rassure, moi aussi. Hein, non, bon. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que par exemple les temps.
les temps. Vous avez du passé simple justement dans le premier texte, hein, dans l'autre texte, du présent, enfin des temps simples. Et aussi le vocabulaire. C'est-à-dire que si dans la BD vous avez le nom du bateau, enfin du moins le nom de la forme du bateau. Et mais voilà, c'est le seul mot à peu près compliqué. Bon, le reste du vocabulaire, vous pouvez le comprendre. Alors que, justement, dans le texte, ils utilisent des mots assez compliqués. Par exemple, l'emplanture, justement, dans le premier texte, alors que dans la BD, on le dit Oma. Voilà, ça peut changer quelques petites choses. Bon, dans la forme, il est toujours attaché à un bout de bois, hein, voilà. Mais, vous voyez, le vocabulaire, on va utiliser un vocabulaire beaucoup plus simple. C'est-à-dire, un mât, voilà, on voit tout de suite à quoi ça correspond. Alors que l'emplanture, pas forcément. Donc voilà, en ce qui concerne justement la vulgarisation. Et oui, je vous le disais aussi, le dessin tend justement à mieux faire comprendre la situation. Alors, quel est l'intérêt de vulgariser cet épisode ? Donc, quel est son intérêt ? Pourquoi, justement, est-ce qu'on vulgarise ça ? Je vous laisse réfléchir. Et là, je vous dicte. Luc Ferry, virgule, ancien ministre de l'Éducation nationale, Luc Ferry, virgule, ancien ministre de l'Éducation nationale, virgule, écrit cette bande dessinée, dessinée et eux, parce que c'est une bande, écrit cette bande dessinée pour les jeunes, dans le but de raconter l'Odyssée de manière plus accessible. Point. En effet, même si la BD simplifie le texte, virgule, elle garde cependant l'essence de l'aventure d'Ulysse. Point. Final. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut retenir, justement, c'est que Luc Ferry, en tant qu'ancien ministre de l'Éducation, voulait résumer l'Odyssée de manière simple pour que tout le monde ait envie de lire l'Odyssée. Parce que bon, pour avoir lu l'Odyssée, justement, en terminale littéraire, je vous assure qu'il est très long à comprendre. Il est passionnant, j'ai adoré, mais il est très long et très compliqué à comprendre. Vous ne pourrez pas le donner à une gamine de 13 ans. Voilà, elle comprendra rien. Mais là, justement, cette BD donne envie. Elle donne envie de découvrir l'Odyssée. Par justement cette simplification qui permet à tout à chacun de pouvoir lire cette BD. Et par contre, comme je vous l'ai mis à la fin, elle garde l'essence de l'aventure d'Ulysse. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'elle garde toute l'histoire. C'est-à-dire que là, oui, d'accord, le chant des sirènes n'y est pas, mais bon, vous arrivez à comprendre, vous avez l'esprit, vraiment l'histoire globale d'Homère, ce qu'il a voulu raconter. Bon. Voilà. Alors, d'ailleurs, petit aparté, pour finir justement avec cette vulgarisation scientifique, les livres comme ça, les histoires qui sont simplifiées, ça existe. Ça existe pas mal. D'ailleurs, si cela vous intéresse, vous pourrez trouver par exemple des livres de philosophie. Ouais, ça va être terrible. Par exemple du Nietzsche ou d'autres philosophes dont j'ai oublié le nom. Platon, oui, il me semble qu'il y a Platon aussi, La République, qui sont vulgarisés sous la forme de manga. C'est-à-dire on prend des livres philosophiques et on les transforme en manga. Et en fait, c'est beaucoup plus simple à comprendre parce que déjà tous les personnages sont mis en dessin, on zappe tout ce qui est description et on garde vraiment l'esprit même de la philosophie. Et c'est ça vulgariser, c'est-à-dire partir de quelque chose de compliqué que pas beaucoup de personnes vont lire à quelque chose accessible à tout le monde. Vous voyez, c'est le principe des Lumières. Les Lumières faisaient ça justement. Quelque chose de compliqué à comprendre. Il le rendait très simple. Voilà. Donc vous voyez, vulgariser, c'est vraiment, comme on l'avait dit la dernière fois, être vulgaire, être simple, avoir un vocabulaire compréhensible
à tous. Voilà. Donc voilà pour ce cours justement sur la vulgarisation. Ah oui, il aurait bien dû durer 1 heure, parce que bon, à mon avis, vous m'auriez posé des questions à droite et à gauche. Donc bon. Donc voilà pour ce cours sur la vulgarisation. Donc merci pour votre attention. Hein. Et voilà, donc le cours est bon. Donc du coup, la prochaine vidéo sera sur justement la séance 3, donc les procédés de reformulation et de condensation. Avec l'étape 1, donc les procédés, et on va voir comment ça marche. Voilà. Bonne journée, soirée, je ne sais quoi. Et bon courage, surtout.